de retour pour un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Aujourd'hui, Lina Chiasson va venir nous présenter la manière dont le SFPQ est en mesure d'intervenir dans le milieu de travail, dans la situation particulière qu'on vit présentement, pour améliorer les conditions des membres en ce qui concerne les différentes mesures liées à l'urgence sanitaire. Ensuite, Christian Daigle va venir nous présenter, dans le fond, l'actualité de la situation liée au coronavirus, notamment en ce qui concerne les récentes annonces sur la réouverture des services de garde des écoles primaires et aussi la réouverture partielle de l'économie par le gouvernement Legault. Bonjour Lina. Bon matin Julien. Depuis le début de la crise, on a souvent mentionné à nos membres qu'ils pouvaient nous écrire s'ils vivaient des problèmes dans leur milieu de travail. Parfois, on reçoit certains questionnements de la part de nos membres parce qu'on sait que présentement, les employés du syndicat, les conseillers, nos représentants régionaux ne peuvent pas physiquement se rendre dans les milieux de travail, étant donné que ça leur est interdit en fonction des différentes mesures sanitaires qui ont été mises en place. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu de quelle façon le SFPQ présentement est en mesure de venir en aide à ses membres dans le contexte de l'urgence sanitaire? Bien, en fait, Julien, on a beaucoup de moyens de communiquer, là. Nos membres nous envoient des courriels. Alors, nos employés du SFPQ nous relaient ces courriels-là, tous ces questionnements-là. Les régionaux ont des contacts dans leur région avec les gestionnaires des milieux de travail. Au niveau national, tous les élus au national, les membres de l'exécutif ont aussi des correspondants à plus haut niveau, soit avec les sous-ministres où on a des contacts. 2 fois semaine aussi, on a des conférences téléphoniques avec le Conseil du Trésor où on fait des interventions, on pose des questions. Il y a beaucoup d'interventions qui se font avec nos conseillers à l'interne, même au niveau du palier local, quand même, nos délégués ont des contacts avec le gestionnaire. On peut fonctionner assez efficacement là, malgré là, que nous ne sommes pas physiquement dans nos bureaux. Là. La technologie d'aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Puis ça peut expliquer aussi pourquoi, dans certains cas, les membres peuvent constater qu'il y a des améliorations dans leur milieu de travail en termes de télétravail, par exemple, ou d'application des normes sanitaires, mais qui n'ont pas nécessairement vu physiquement le syndicat intervenir. Dans certains cas, dans le fond, c'est le résultat d'une intervention du syndicat. Est-ce que tu peux me parler un peu de quelques exemples de comment ça marche pour faire une intervention dans une région ou au niveau national, ou même du côté directement du secrétaire du Conseil du Trésor? Mais en tout début de crise, là, quand on a commencé à interdire les rassemblements, par exemple, il y avait un rassemblement, un événement, je vais plutôt l'appeler comme ça, à la CEPAC, au parc du lac Mégantic. Et c'était un rassemblement qui avait une possibilité de 100 personnes dans une très petite salle. Au moment où on vient d'interdire les rassemblements de plus de, je pense que c'était 50 personnes, alors il y a eu une intervention de fait avec la CEPAC pour leur dire, mais écoutez, là, vous ne pouvez pas maintenir un événement de ce genre-là quand on vient d'annoncer qu'on interdit les rassemblements. Alors, ça a pris 10 minutes. L'événement a été annulé. C'est ce genre d'intervention-là qu'on fait. On a fait beaucoup d'interventions aussi avec les maladies chroniques. Ça a été de nombreuses interventions qui ont été faites, puis à tous les niveaux. À titre d'exemple, dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, une femme enceinte à la RQ de 23 semaines, il y a eu une intervention de fait. Le lendemain, la personne n'était plus au travail. Alors, c'est des exemples comme ça. On a fait des interventions aussi au niveau régional pour signaler, parce qu'on sait que les gens qui devaient être au travail devaient être les services essentiels qu'on a changé après pour le service prioritaire. Alors, il y avait des employés qui étaient au travail et qui ne faisaient pas du travail prioritaire. Alors, on a fait des interventions auprès des gestionnaires à ce niveau-là. Les personnes ont été retournées à la maison parce que ce n'étaient pas des services prioritaires. Également, au niveau du côté sanitaire, on a fait des interventions dans des ministères pour trouver un moyen pour les gens qui recevaient de l'argent comptant. Nos gens avaient une crainte de contracter le virus avec des échanges d'argent comptant. Alors, on a fait des interventions. Il a été mis en place des processus pour les dépôts de documents, puis les paiements en argent comptant. Que ce soit avec les ouvriers, par exemple, on peut parler
de la situation de la distanciation sociale qui n'était pas respectée. Par exemple, quand 2 ouvriers sont dans le même camion, il y a eu des interventions de fait à ce niveau-là. Et puis là, je ne déterminerai pas là, à quel niveau ils ont été faites parce qu'ils ont été faits à plusieurs niveaux, dans plusieurs endroits aussi, parce qu'il peut y avoir des interventions de fait dans un CS en particulier. Règle générale, ça se passe bien. On a une problématique dans un endroit en particulier. Alors, il va y avoir une intervention de fait à cet endroit-là en particulier. Et là, ben, la situation se résout. Donc, on parle avec les gestionnaires, puis finalement, ça va être réglé. Il va y avoir seulement une personne par camion. Alors, il y a des interventions comme ça, il y en a tout plein, que ce soit de la part du palier local, du palier national, du palier régional, des conseillers à l'interne, le conseiller en CSST avec l'APSAP également. Alors, oui. C'est sûr que ça ne chôme pas. Je pense qu'on peut rappeler à nos membres d'ailleurs que s'ils continuent à vivre des problèmes, ils ne doivent pas hésiter à écrire à communication@sfpq.qc.ca, contacter leurs bureaux régionaux, contacter leurs personnes déléguées dans leur milieu de travail, puis qu'on va évidemment continuer à tout faire là, pour améliorer la situation. Effectivement, c'est vraiment de nous informer, puis tous les SFPQ au grand complet là, contribuent à régler les situations là, pour que ça aille bien. Puis là, on sait qu'avec le possible retour au travail, on va encore avoir des questions. Fait que c'est évident qu'il faut nous informer des problématiques. Là. Merci beaucoup, Lina. En terminant, j'aimerais vraiment remercier tous nos élus, nos dirigeants locaux, régionaux, les nationaux, nos employés à l'interne. Tout le monde travaille beaucoup pour que la situation se passe le mieux possible dans la situation actuelle. Merci également à nos membres qui nous signalent aussi les problématiques. Ça nous permet d'améliorer le sort de nos gens. Excellent. Merci à toi également. On sait que tu es très impliqué dans tout ce processus-là. Tout le monde est impliqué. Salut. Bonjour Christian. Bonjour Julien. On a eu quand même des grosses nouvelles dans les derniers jours. Réouverture partielle des services de garde, des écoles, réouverture de certaines activités économiques. Est-ce qu'on sait où on en est pour un éventuel retour au travail dans les bureaux là, pour la fonction publique? Bien, pour l'instant, c'est le statu quo toujours. Donc, on a posé la question au Conseil du Trésor. Ils nous ont dit que ça, c'était la relance économique. Mais pour l'instant, pour l'ensemble des ministères et organismes, c'est le statu quo. Donc, tous les ministères ont été avisés de rester tels qu'ils étaient présentement et qu'il y aurait des nouvelles à venir éventuellement. D'accord. On a parlé dans un épisode précédent d'un protocole de retour au travail. Est-ce que ça a avancé, là, la création, les décisions par rapport à ce protocole-là? Oui, ça a avancé un peu parce qu'on a été consulté sur le projet. Donc, le gouvernement a mis en place un protocole de retour au travail, puis là, on va bien s'entendre. C'est un protocole pour les mesures de santé et sécurité lorsqu'il y aura un retour au travail. C'est pas un protocole pour dire qui va rentrer quand, puis où et comment. Donc, le protocole qui est en consultation auprès de nous, c'est pour s'assurer que les mesures de sécurité et de santé seront mises en place par chaque ministère lorsque les ministères seront autorisés à ramener du monde au travail. Donc, c'est là-dessus qu'on a été consulté. Ça a été retourné au Conseil du Trésor. L'ensemble des syndicats ont fait leur avis pour le sujet. Et puis, on attend le protocole officiel pour les mesures de santé et sécurité qui seront mises en place lorsqu'il y aura un retour au travail. D'accord. Et puis, on sait que c'est pas évident présentement en ce qui concerne les vacances, hein, parce c'est difficile de dire si on pourra, tant que ça, prendre des vacances dans les prochaines semaines au Québec. Et puis, donc, ça a créé quand même certains imbroglios là, par rapport à tout ce dossier-là. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant le processus de sélection du choix de vacances? Oui, bien, au départ, on savait que les périodes de vacances devaient être choisies pour le 31 mars. C'est ce que prévoit la convention collective, puis elle doit être choisie pour toute l'année. Mais les personnes qui auraient fait leur choix, mettons le 2, le 5, le 8 mars, avant qu'il y ait les mesures de confinement, auraient pu être brimées un peu dans leurs droits parce que l'ensemble de la situation a changé. Donc, nous, on avait demandé au Conseil du Trésor de suspendre le choix de vacances pour les gens et le Conseil du Trésor avait accepté. C'était une demande des syndicats. Et là, on se doit, par contre, de remettre ça en place avec les mesures qu'on connaît, avec les contraintes qu'on va avoir cet été aussi, parce qu'il y en a qui avaient peut-être prévu un voyage à l'extérieur du pays dès le début juin, et ça ne sera pas faisable. Donc, les gens vont pouvoir faire un choix de vacances. On attend des consignes de la part du Conseil du Trésor. Ils devraient nous envoyer le tout. On s'attend à ce que les gens puissent choisir leurs vacances d'ici à peu près le 20 mai. Donc, il y aura un choix rapide de vacances à faire pour nos gens. Et l'employeur devrait afficher environ pour le 1er juin. On n'a pas les détails
ou le fin détail pour l'instant, mais ça devrait bientôt le rentrer, puis on va pouvoir vous informer rapidement là-dessus. On sait qu'avec le gouvernement qui pense également annuler les vacances de la construction, ben, ça va peut-être avoir un impact pour plusieurs de nos gens, tant les gens du ministère des Transports que les gens qui ont des conjoints ou conjointes qui travaillent dans le domaine. Mm-hmm. Aussi, on sait que les délais pour déposer un grief ont été levés là, depuis le début de la crise. Donc, le temps que les membres ont pour déposer un grief a été suspendu. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ce délai-là va être remis en place? Là encore, c'est nous qui avions demandé dès le départ de suspendre le délai de 30 jours parce qu'on avait des gens qui étaient en télétravail, on avait des gens qui étaient à l'extérieur, il y avait plein de situations qui se passaient, en plus de savoir que les tribunaux d'arbitrage avaient suspendu pour la plupart les auditions. Donc, à ce moment-ci, le Conseil du Trésor veut remettre en place le 30 jours, mais nous avons des interrogations. Entre autres, qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un en télétravail? Parce que c'est l'employeur qui doit fournir le formulaire de grief, puis le formulaire est au bureau. Donc, si on ne veut pas que les gens aient à se déplacer. Que va-t-il se passer quand le gestionnaire à qui on doit remettre le grief, lui, est en télétravail? Donc, je me verrais mal qu'un employé envoie un formulaire de grief par courrier recommandé à l'adresse personnelle du gestionnaire. Donc, c'est toutes des interrogations qu'on a soumises au Conseil du Trésor et pour nous, on peut remettre le délai de grief de 30 jours, oui, mais ça va prendre des réponses à ces questions-là, puis ça va prendre des alternatives aussi ou des extensions de délai pour nous. Donc, on est encore en questionnement avec le Conseil du Trésor et on attend une proposition de sa part pour, à ce moment-là, convenir d'un nouveau départ pour le délai de 30 jours. Voilà, je pense que c'est clair que dès qu'on va avoir une confirmation d'une date précise, on va en informer le plus possible tous nos membres pour qu'ils puissent se prévaloir de leurs droits là, dans les délais qui sont prescrits. Effectivement, on ne veut pas brimer les droits de personne, mais par contre, de suspendre le délai de 30 jours était la moindre des choses. Donc, toute personne qui aurait subi une injustice, qui pense qu'il a été brimé de par sa convention collective, il peut faire un grief maintenant. Il n'y a pas de problème. On n'a pas empêché le fait de déposer des griefs, mais on a allongé ou extensionné le délai qu'on pouvait utiliser. Donc, ce délai-là va repartir et les gens qui ne l'ont pas encore fait auront bientôt un 30 jours à prendre en compte s'ils veulent déposer un grief. D'accord. Finalement, on a parlé plutôt là, de la réouverture des services de garde et des écoles. On a eu quelques questions à propos de ça. Est-ce que ça a un impact pour l'instant là, en ce qui concerne nos membres? Non, ça c'est comme le retour au travail, c'est le même principe qui s'applique. Donc, pour les ministères-organismes, il n'y a aucun changement pour l'instant. Nous ne sommes toujours pas considérés comme services essentiels. Donc, les services de garde, pour nous, ne sont pas accessibles encore. Donc, il y a des parents qui vont devoir rester à la maison avec leurs jeunes enfants encore un petit peu de temps. Et puis, l'employeur est très au fait de la situation, puis il n'y a rien qui a changé de son côté non plus. Donc, tant et si longtemps que nous, on ne retourne pas au travail, qu'il n'y a pas de protocole pour nous ramener au travail, puis je répète ce que j'ai dit tantôt, il n'y a aucune mention des ministères-organismes présentement sur cet aspect-là. Bien, les services de garde ne sont pas plus accessibles. Et même si on nous ramène au travail, ça se peut qu'il n'y ait pas de place en service de garde non plus pour nous. Donc, ça va être un autre aspect qu'il va falloir regarder. Puis les membres qui pourraient être brimés par rapport à ça en disant que je n'ai pas de place en garderie vont certainement pouvoir rester à la maison avec leurs enfants. Donc, il n'y aura pas également de difficultés du côté de l'employeur là-dessus, mais on va s'assurer de continuer à faire le lien avec le Conseil du Trésor pour que nos membres puissent rester en sécurité avec leurs enfants. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, le principe du maintien du traitement pour les personnes qui doivent s'occuper de leurs enfants, c'est le statu quo, le traitement est maintenu, les gens s'occupent de leurs enfants. Ça ne bouge pas là, pour l'instant. Exactement, il n'y a rien qui bouge. On peut faire du télétravail pour ceux qui c'est possible. Pour les autres, que c'est pas possible de faire du télétravail parce que le ministère n'a pas l'équipement à leur fournir ou que leur job ne peut pas se faire en télétravail. On reste à la maison avec les enfants et à ce moment-là, le traitement est maintenu par l'employeur. Excellent. Bien, merci beaucoup, Christian. Bien, merci Julien, au plaisir. On termine notre info coronavirus. On vous remercie pour votre écoute et on tient à vous rappeler également que si vous vivez des problèmes liés à la situation actuelle dans votre milieu de travail, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qcil.ca ou à contacter votre bureau régional du SFPQ et on va tout mettre en œuvre pour intervenir le plus rapidement possible. À bientôt!